Parmi les amateurs occasionnels de films d'horreur, et plus encore parmi les plus jeunes d'entre eux, nous retrouvons un certain nombre de fans de ce que nous appelons aujourd'hui les found footage. Mais si, vous savez, ces œuvres filmées à la troisième personne, en caméra embarquée, dont la forme se rapproche souvent de celle de faux documentaires ou de documents amateurs, principalement pour leur donner une approche qui se veut réaliste et donc de confondre fiction et réalité, et d'ainsi impliquer encore un petit peu plus le spectateur. Même si certaines œuvres expérimentales ont très tôt essayé ce procédé, il convainc particulièrement au cinéma fantastique et aux films d'horreur, et dès 1980 avec Cannibal Holocaust, une partie du métrage nous faisait croire à son réalisme avec ce faux documentaire soi-disant retrouvé dans la forêt amazonienne qui retraçait les exactions dégueulasses d'un groupe de journalistes et surtout leur mort atroce. Après quelques autres essais notables dont notamment le belge cultissime C'est arrivé près de chez vous, c'est bel et bien le projet Blair Witch qui, à l'aube des années 2000, popularisera définitivement le found footage et le transformera une bonne fois pour toutes en véritable sous-genre du cinéma d'horreur. Par la suite, des dizaines de found footage apparaîtront et exploiteront donc cette nouvelle forme de narration pour créer tout un tas de high concept plus ou moins intéressants. Les Paranormal Activity, bien sûr, mettront en scène des personnages qui filment leur nuit de sommeil durant lesquels arrivent divers événements surnaturels. Cloverfield suivra des personnages qui tentent de survivre à une véritable attaque de kaiju dans leur ville, tandis que d'autres tenteront d'échapper à des zombies dans le Diary of the Dead de Romero. Nous aurons droit à plusieurs films de possession filmés comme des documentaires, où d'autres œuvres joueront la carte de l'exploration et nous suivrons alors des personnages qui s'infiltrent dans d'antiques pyramides égyptiennes ou dans des catacombes parisiennes, caméra au point pour suivre leur périple. Qu'on les aime ou non, les found footage ont été une véritable petite révolution au sein du cinéma d'horreur. Tout d'abord, en termes de budget, bien sûr, ils représentent un avantage énorme. Leur forme quasi primitive permet un énorme gain de temps et d'argent et ce n'est évidemment pas négligeable. Avec la popularité des Paranormal Activity, entre autres, des tas de producteurs, réalisateurs et scénaristes opportunistes se sont emparés de la hype pour proposer leur propre found footage en exploitant tous les autres sous-genres du cinéma d'horreur sous cette nouvelle forme. Et du coup, pour les cinéastes en herbe, cela représentait également un bon moyen de se faire remarquer à moindre coût. Mais réduire le found footage à un format peu cher et paresseux intellectuellement parlant serait bien sûr faux et il y a beaucoup plus intéressant à en dire. Sa forme particulière est avant tout une façon différente de raconter une histoire pour le cinéma. Désormais, la caméra et son porteur sont inhérents à l'intrigue, font partie de la diégèse du film. La narration suit donc le point de vue d'un ou plusieurs personnages, parfois même en temps réel, ce qui nous rapproche d'eux. Nous vivrons leur situation en même temps qu'eux, nous avons les mêmes informations qu'eux. Ce format se rapproche des romans épistolaires ou des récits à la première personne. Nous ne suivons plus un narrateur omniscient, mais bien un personnage, ce qui va changer les informations que nous allons recevoir en tant que spectateur ou lecteur, et surtout, la façon dont nous allons les recevoir. Du coup, pour le found footage, une question se pose. Quelle raison pourrait pousser le personnage à continuer à filmer en toutes circonstances, y compris lorsque sa vie est soudainement mise en danger? Étant donné qu'il fait pleinement partie de l'histoire et que celle-ci cherche à toucher le spectateur avec son réalisme à toute épreuve, il ne veut pas que la question vienne à se poser, sous peine de ne plus croire aux règles de cet univers et donc de voir sa suspension d'incrédulité s'envoler. Il faut nous faire oublier l'existence d'un réalisateur réel qui tire les ficelles du film à l'extérieur de l'image que celui-ci nous présente. Ainsi, les narrateurs de found footage vont prendre diverses formes plutôt crédibles. Une équipe de télévision investit un asile abandonné, présumé hanté pour une émission qui cherche à débunker des situations paranormales. Des journalistes se retrouvent piégés dans une maison qui connaît une épidémie extrêmement dangereuse alors qu'elle suivait des pompiers pour un documentaire. Un groupe d'amis se retrouve perdu dans une forêt alors qu'il réalisait un documentaire sur une sorcière ayant vécu dans les bois. Un étudiant en cinéma décide de filmer une invasion zombie pour informer le monde. Un survivant filme l'attaque d'un monstre extraterrestre géant pour garder un témoignage de cet événement incroyable. Une famille qui filme ce qui se passe la nuit pendant qu'ils dorment pour comprendre ce qui se passe chez eux, etc., etc. Certains found footage échouent ce point pourtant basique, à savoir donner une bonne raison de filmer à leur personnage. Du coup, immédiatement, les enjeux narratifs de l'œuvre n'ont plus aucun intérêt pour le spectateur, qui ne croit plus à ce qu'il est en train de regarder. Suspension d'incrédulité envolée. De plus, si le found footage a connu un tel essor, c'est bien entendu parce que de nouvelles technologies ont fait leur apparition. À partir du moment où Monsieur Tout-le-Monde possède son propre caméscope, sa propre webcam, puis son propre smartphone muni d'une caméra, de nouvelles portes sont ouvertes. Ces nouveaux films sont progressivement apparus en même temps que les spectateurs entraient en possession de cette technologie qui leur permettait, en théorie, de pouvoir réellement prendre ces images. Et bien sûr, au fur et à mesure que cette technologie évoluait dans la vraie vie, la forme du found footage a profité de ces améliorations pour elle aussi se transformer. Cela permet de toujours plus forcer l'implication du spectateur dans l'intrigue qu'on lui propose, puisque la forme de notre film lui rappellera forcément des outils du quotidien et des situations de base que lui-même aurait totalement pu connaître dans la réalité. Il s'identifie donc d'autant plus au narrateur, personnage, et la peur qui suivra l'élément modificateur ainsi que l'intrusion du surnaturel dans ce cadre si proche du sien pourra, potentiellement, encore plus le toucher et paraître réaliste à ses yeux. Et c'est finalement une habitude du cinéma d'horreur dans son ensemble que d'évoluer en parallèle à nos sociétés, et ce, à tous les niveaux. Contexte politique, social, historique, géographique ont toujours été importants
important car permettent d'inscrire ces films dans notre réalité et de rendre la fiction plus crédible, plus réaliste. Mais en plus de cela, cela permet à ces longs métrages de donner un regard, une critique, un avis sur des contextes bien précis, ce qui en fait en plus des témoignages cinématographiques des plus intéressants. Les found footage n'échappent pas à cette règle. Diary of the Dead et Cannibal Holocaust livrent une critique acerbe des médias, des journalistes et de leur manipulation. Shirome s'attaque à l'instrumentalisation des enfants à travers le phénomène des lolis au Japon. Les Grave Encounters, Scare Campaign et autres épisodes 51 se moquent de la télévision ou de YouTube et de la course à l'audimat, etc. Et vous aurez sans doute remarqué que très souvent le found footage est utilisé pour critiquer les divertissements liés à l'audiovisuel. Tout ce qui est télévision, médias, etc. Ce n'est bien sûr pas un hasard. C'est un peu comme critiquer un milieu depuis l'intérieur en nous faisant croire à une véritable émission de télé, un véritable reportage, qui nous dévoilerait donc la vérité sur leurs pratiques douteuses, ou en tout cas certaines de leurs pratiques douteuses. Le found footage se présente donc comme le procédé idéal pour délivrer une critique du secteur audiovisuel, ou du moins de s'en servir comme d'un point de départ pour une histoire se voulant à la fois réaliste, critique, puis effrayante dans son dernier acte. Et ce procédé devient soudainement méta quand il implique des personnages jouant le rôle d'amateurs ou d'acteurs du cinéma horrifique, désormais forcés à filmer et donc participer à de véritables horreurs, comme dans Diary of the Dead, The Last Horror Movie, Creep ou encore Making of. Nous assistons dans ces œuvres à des films dans les films puisque nous suivons des personnages qui décident de tourner, volontairement ou non, leur propre long métrage horrifique qui s'avère en fait réel. La frontière entre la fiction et la réalité y est donc beaucoup plus mince et c'est, je le rappelle, l'un des objectifs premiers du found footage, mais surtout, nous pouvons très souvent y voir des discours méta sur le cinéma d'horreur en lui-même et son industrie, voire même sur le cinéma tout court. Ce n'est pas pour rien que dans Diary of the Dead, la caméra devient une arme à part entière, par exemple, et que nous y suivons des étudiants et profs de cinéma. Ce n'est pas un hasard si dans Making of, nous suivons un réalisateur en herbe qui devient littéralement fou à cause de son manque de moyens et de talent qui l'empêche de réaliser le film de ses rêves. Enfin bon, je pourrais continuer à parler des found footage sans m'arrêter pendant plusieurs heures, car il y a beaucoup de choses à en dire, beaucoup d'analyses à en faire. Mais cette très longue introduction m'emmène vers un autre domaine. Vers l'une des nouvelles formes de ces found footage horrifiques qui, pour le coup, a complètement suivi les évolutions technologiques et sociales de notre société et en sont donc, d'une certaine façon, une critique et même un miroir. Enfin bon, je vais développer cet avis, rassurez-vous. Vous l'aurez donc certainement compris avec le titre de la vidéo et cette introduction à rallonge, mais aujourd'hui j'avais décidé de vous parler des Computer Screen Movie, ou en français littéralement les films écran d'ordinateur. Même si leur nom est déjà plutôt parlant, voyons voir ensemble ce qui se cache derrière cette dénomination plutôt barbare. Les Computer Screen Films sont une nouvelle sorte de found footage. À la place de la caméra embarquée, nous avons simplement droit à une capture d'écran d'ordinateur qui transforme donc notre écran de cinéma pour devenir l'ordinateur d'un ou plusieurs personnages, l'espace d'un film. Nous pourrons donc suivre les conversations Skype ou Zoom d'un groupe de protagonistes que nous pouvons voir grâce à leur webcam, les logiciels qu'ils ou elles utilisent, avec différentes fenêtres qui sont ouvertes, fermées ou tout simplement superposées. Il s'agit évidemment d'un high concept comme on a pu en voir des centaines au cinéma, mais celui-ci a déjà été exploité quelques fois et je considère donc que nous avons aujourd'hui assez de recul pour pouvoir en tirer quelques conclusions. Contrairement à ce que certains pensent, le Computer Screen Film n'a pas commencé à titiller le cinéma d'horreur dans les années 2010. Dès 2002, The Collingswood Story de Mike Costanza exploitait ce procédé, à l'époque innovant, en nous présentant Johnny et Rebecca qui viennent de rompre et décident de rester amis, et restent en contact malgré le déménagement de Rebecca grâce à leurs ordinateurs. Ils utilisent le logiciel Deco Videophone, sorte d'ancêtre de Skype, pour communiquer alors que la jeune fille a l'impression que sa nouvelle maison est hantée. Nous avons donc une histoire de fantôme relativement classique, mais que nous vivons uniquement à travers les conversations vidéo des deux protagonistes. On revient tout à fait au roman épistolaire que j'évoquais en tout début de vidéo, et dont les lettres sont donc remplacées ici par des échanges vidéo à distance. Et est-ce une coïncidence si en littérature, le genre horrifique a lui-même souvent utilisé le roman épistolaire, à savoir un roman composé de correspondances d'un ou plusieurs personnages, de journaux intimes ou même de différents documents fictifs. Je veux dire, Dracula, Frankenstein, l'appel de Cthulhu, etc. Reste que le procédé était franchement innovant pour le cinéma, mais que le film décidait de ne pas le jouer à 200%. Parfois, au lieu d'avoir l'entièreté de l'écran de notre personnage qui s'affichait, nous avions juste la webcam, ce qui n'est pas très logique. Le réalisateur a choisi d'alterner entre différentes prises de vue pour ne pas lasser le spectateur, ce que l'on peut comprendre vu la laideur de l'interface informatique de l'époque, mais le problème, c'est que cela trahit l'existence d'un montage extérieur, et ça casse totalement l'immersion que le film essayait de créer. Nous savons désormais que ces conversations vidéo ont été
été retouchés, que nous sommes en présence d'un long métrage fictif et non pas d'un témoignage informatique réel qui aurait été retrouvé. Malgré ces idées innovantes, The Collingswood Story reste finalement plus proche du projet Blair Witch, qu'il a clairement essayé de transposer sur ordinateur, que des computer screen films qui apparaîtront plus tard dans cette vidéo. C'était juste une manière d'exploiter la hype Blair Witch de façon différente et avec encore moins d'argent. Et rendons à César ce qui lui appartient, a priori le tout premier vrai screen computer film était en fait l'OVNI belge Thomas est amoureux de Pierre-Paul Renders, qui n'est pas vraiment un film d'horreur, bien qu'il soit un tout petit peu malsain quand même, et qui sortait dès l'année 2000. Un vrai pionnier. Après l'essai quelque peu décevant de The Collingswood Story, il faudra une dizaine d'années avant de revoir un film d'horreur utiliser la carte de l'écran de l'ordinateur. Et pour cause, depuis 2002, les ordinateurs de Monsieur Tout-le-Monde et les différents logiciels de conversation vidéo qu'il utilise ont bien évolué. En 2011 sort l'un des found footage les plus traumatisants de tous les temps, Megan is Missing de Michael Goy, qui est une sorte de faux documentaire empilant des fausses séquences de journaux télévisés ainsi que les conversations vidéo écrites de jeunes filles via leur ordinateur. Nous allons y suivre Amy, une jeune adolescente mal dans sa peau qui va connaître la disparition de sa meilleure amie Megan, largement plus dévergondée qu'elle, alors qu'elle chattait en ligne avec un inconnu. Au-delà de son intrigue, le film est intéressant puisqu'il enchaînera des séquences prétendument issues de médias et de supports différents. Caméra de surveillance, caméra au point, téléphone portable, télévision ou donc capture d'écran d'ordinateur. Toutes ces scènes mises bout à bout formeront une reconstitution d'événements fictifs nous permettant de comprendre le calvaire connu par les deux jeunes filles. C'est un found footage un petit peu bâtard qui exploite quelques séquences de screen computer film sans en être tout à fait un, et si son concept vous dit quelque chose, c'est que le film Searching d'Anish Chaganty, sorti en 2018, reprenait exactement la même idée en moins glauque et horrible. Bref, en 2012, l'un des segments de l'anthologie spécialisée dans le found footage VHS, The Sick Thing That Happened to Emily When She Was Younger, littéralement la chose folle qui est arrivée à Emily quand elle était jeune, réutilise ce concept l'espace d'un court-métrage. Une jeune fille et un jeune homme discutent via un programme de type Skype ou MSN pour les plus vieux. Ici, les webcams sont disposées de façon à nous faire suivre l'histoire du point de vue du jeune homme qui parle avec Emily, et de temps en temps, cette demoiselle subit des intrusions surnaturelles effrayantes alors qu'ils sont en pleine discussion. Pour le coup, c'est très intelligent puisque ça met le spectateur dans la peau d'un témoin direct, ce qui renforce l'impression de réalité, la ligne directrice de la franchise VHS. Évidemment, ce principe est encore renforcé par la courte durée du segment qui permet de le rendre très efficace et ne nous donne pas le temps de nous lasser ou de nous habituer à cette situation inhabituelle. Par contre, ça reste une banale histoire de fantôme un petit peu remaniée si l'on exclut un twist final guère convaincant, mais qui est suffisamment original pour ne pas se laisser voir venir. Jusqu'ici, les computer screen films, peu nombreux, fonctionnaient comme de banal found footage. La caméra a été remplacée par les webcams et écrans d'ordinateur, mais ces environnements n'étaient pas plus exploités que cela. De plus, ces captures étaient présentées comme des cassettes vidéo retrouvées et présentées aux spectateurs, ce qui impliquait à nouveau un RIP, une transposition des images originales sur une cassette et qui justifiait donc complètement le titre de found footage qu'on pourrait traduire comme enregistrement retrouvé. Mais il y a de nombreuses autres façons d'exploiter ce concept. Début des années 2010, les réseaux sociaux se développent de plus en plus. Facebook, YouTube, Twitter, ainsi que les différents logiciels de discussion virtuelle, Messenger, Skype, WhatsApp, Zoom, etc. Mais également celui des smartphones, devenus bien plus que de simples téléphones portables. Forcément, le cinéma d'horreur ne pouvait pas ignorer ces phénomènes sociétaux, qui en plus posaient et posent toujours certaines questions. La sécurité des plus jeunes, la dépendance de la population aux réseaux sociaux, la surpuissance des firmes qui sont à l'origine de ces nouveaux médias aux nouvelles technologies, les dangers d'un internet de plus en plus présent et répandu, la mise en péril de la vie privée, le cyberharcèlement, le transhumanisme, le dark web, etc., etc., etc. Autant de sujets qui questionnent donc, mais aussi suscitent l'inquiétude ou le fantasme et ont titillé l'imagination de producteurs, scénaristes et réalisateurs. Ainsi, en 2013 sort The Den de Zachary Donohue, qui nous présente Elisabeth, une jeune fille souhaitant réaliser une étude sur un logiciel qui ressemble fort à Chatroulette. Elle cherche à enchaîner les conversations avec des inconnus partout dans le monde dans le but d'en tirer diverses statistiques. Tout se passera bien jusqu'à ce qu'elle soit témoin d'un meurtre en direct et que les membres de son entourage et elle-même commencent à recevoir des visites d'intrus mal intentionnés. Absolument tout le début du film est en computer screen film, mais peu à peu il se met à tricher pour se transformer en found footage plus classique et transpose son intrigue en dehors de son environnement virtuel, ce qui est bien dommage. Son troisième acte est d'ailleurs beaucoup plus inspiré de la vague de torture porn populaire qui l'a précédé, et surtout Hostel, que des found footage habituels, et le film cherchait avant tout à faire un mix entre ces deux sous-genres, entre guillemets, si l'on considère que le found footage est effectivement devenu un sous-genre à part entière et n'est donc plus un simple procédé narratif. C'est un parti pris que je défends. Cependant, les meilleures séquences de The Den restent incontestablement celles en computer screen film, et il n'est pas étonnant que ces séquences inspirent donc d'autres cinéastes par la suite. Pour la première fois,
On ne faisait pas qu'assister à des conversations vidéo, mais également à l'utilisation d'autres logiciels, notamment iTunes par exemple, mais aussi des prises de contrôle de l'ordinateur par un hacker, ce qui est finalement une nouvelle forme de home invasion. Et l'on peut débattre de la bonne exploitation de ces idées, certes, mais au moins ces idées étaient bel et bien présentes et ont en quelque sorte ouvert une boîte de Pandore. À partir de 2014, le computer screen film se popularise avec le très efficace Unfriended de Leo Gabriadze, d'après une idée de son producteur Timur Bekmambetov, qui se vante encore aujourd'hui d'être l'inventeur de ce nouveau procédé narratif dans diverses interviews. Ce qui est tout de même un petit peu osé, vous serez d'accord avec moi. Le film nous offre la capture de l'écran d'ordinateur de Blair, l'héroïne, du début à la fin. À aucun moment le métrage ne quittera ce parti pris, ce qui en fait du coup le premier computer screen film à respecter cette idée à 100%. Pas de zoom sur différentes parties de l'écran comme dans le thriller Open Windows ou de Collingswood Story, pas de passage en caméra au point pour lui donner plus de dynamisme, mais surtout une utilisation intelligente de l'environnement informatique utilisé. L'interface de l'ordinateur de Blair est une source d'informations narratives énorme et il joue sur les connaissances et habitudes du spectateur pour tenter de lui faire peur. Un inconnu éjecté d'une conversation Skype qui revient sans cesse et qu'on ne peut plus bloquer par la suite, c'est inhabituel, techniquement impossible, ça nous déstabilise et ça fait peur. D'autant que nous connaissons l'interface de Skype, que les manipulations tentées par Blair nous sont familières et qu'elles devraient fonctionner, mais n'y font rien. Nous sommes perturbés. Pareil quand une personne censée être décédée nous envoie un message sur Facebook. Ici, l'ordinateur de Blair change de statut, il devient la maison hantée. Les portes qui se fermaient toutes seules deviennent ici de la musique qui se lance sans qu'on ait cliqué. Les voix que l'on entendait dans les couloirs deviennent des messages envoyés d'outre-tombe. Les médiums et exorcistes deviennent des forums internet sur l'occulte, etc. Mais surtout, la conversation Skype a un côté très dynamique et immersif pour le spectateur, qui a presque l'impression d'y participer réellement. Le côté réaliste de la situation est vraiment bien pensé, que ce soit le début du film, qui tente de faire penser à n'importe quelle autre conversation vidéo entre adolescents, avec les amoureux qui se chauffent un petit peu, les querelles entre amis, les jeux à la con, etc. Et en plus, le film ne se limite pas à Skype. Nous avons des vidéos YouTube, des séquences sur Facebook, Gmail, etc. Autant d'environnements virtuels connus du spectateur visé, à savoir un public adolescent qui maîtrise tous les codes utilisés par le film. Enfin, Unfriended n'est plus réellement un found footage dans le pur sens du terme. Nous n'assistons pas à un film retrouvé, mais on peut considérer y assister en direct, tout simplement. Rien n'est retouché, rien n'est coupé, donc nous avons l'impression en plus d'assister aux événements en temps réel, ce qui les rend d'autant plus crédibles et donc effrayants et efficaces. Unfriended est un film high concept qui sera plutôt acclamé à sa sortie, et pour cause. Il est inventif et surtout très efficace. On pourrait lui regretter une fin un petit peu brouillante et over the top, mais vous verrez que c'est une constance dans les computer screen films. Toujours est-il qu'après Unfriended, plusieurs autres films d'horreur du même genre apparaîtront comme par magie. En 2018, nous avons Unfriended Dark Web de Stephen Susko qui se fait un petit peu passer pour une suite d'Unfriended sans en être réellement une. Le lien entre les deux longs métrages se fait par son concept puisque nous suivrons l'intrigue à travers l'écran d'ordinateur de Mathias, le héros, mais aussi par l'idée de la conversation vidéo d'un groupe d'amis dont les membres vont tous, un par un, connaître un sort funeste. Sort dont les autres seront témoins grâce aux webcams et logiciels de discussion virtuelle utilisés. Mais si le premier film avait imaginé une intrigue fantastique et un ennemi surnaturel, ici, ce sont les légendes urbaines du Dark Web qui sont utilisées pour faire peur, des ennemis tout ce qu'il y a de plus humain, mais qui utilisent tellement bien Internet qu'ils en deviennent terrifiants, capables d'atteindre n'importe qui même si la victime est tranquillement installée chez elle. Car Mathias a volé un ordinateur sur lequel travaillait chez lui à la maison, mais qui contient des vidéos très inquiétantes. Son ancien propriétaire paraissait être en contact avec une organisation criminelle qui agit sur le Dark Web. À part ces différences, les deux films sont assez similaires dans leur schéma narratif et utilisent le concept de l'écran d'ordinateur exactement de la même façon. Cette année, nous avons eu droit à l'efficace Host de Rob Savage, qui nous épargne les éternels prétextes puérils donnant lieu à des réunions entre adolescents dans une conversation groupée virtuelle. Non, ici nous avons des personnages plus âgés qui se réunissent dans le but assumé d'organiser une séance de spiritisme virtuel et ont pour l'occasion engagé une sorte de médium. Évidemment, la séance va mal se passer et une présence surnaturelle maléfique va être invitée par le groupe d'amis et soudain avoir un pouvoir dans notre réalité. À mes yeux, le film est vraiment très proche de Unfriended, mais exploite moins bien son concept. Nous sommes beaucoup plus proches du vulgaire found footage, puisque l'extrême majorité des images qui nous sont proposées se contentent d'être les webcams des différents personnages. Et surtout, à de nombreuses reprises, les personnages quittent leur poste pour se balader avec leur ordinateur ou webcam, transformant donc le screen computer film en vulgaire found footage, avec quelques séquences douteuses, puisqu'on peut se questionner sur l'intérêt de les filmer pour un personnage dans ces situations. Là où dans Unfriended, la peur naissait vraiment de la bonne utilisation d'un environnement informatique et virtuel, ici, elle n'est
plutôt de situations surnaturelles habituelles pour n'importe quel spectateur de film d'horreur et simplement présenté avec des procédés narratifs un petit peu différents, à savoir le found footage et le computer screen film. Du coup, contrairement à Unfriended, Host ne se présente pas comme un concept révolutionnaire, mais comme un film d'épouvante à sensations fortes, et soyons honnêtes, il y parvient très bien. Il est très efficace et j'aime le comparer à un tour en train fantôme, guère mémorable, mais qui vous offrira un ou deux sursauts. Il utilise donc des procédés plus classiques pour essayer de faire peur, comme les traditionnels jumpscares ou des tentatives de profiter de l'obscurité et de la mauvaise qualité d'image due à son format. Et l'ultime évolution de ce high concept est pour moi Sick House de Anna McPherson. Par ultime, je n'entends pas meilleur, loin de là, car spoiler, le film est nul au possible, mais plutôt la façon la plus extrême d'utiliser ce procédé. Nous y suivons une influenceuse qui raconte sa vie via Snapchat et qui, avec un groupe de potes, va chercher à trouver une maison hantée appelée la Sick House pour faire plaisir à ses followers. Le film se présente donc sous la forme d'une multitude de stories Snapchat et sous un format d'image de téléphone portable. Car oui, ici, nous n'assistons pas à la capture d'écran d'un ordinateur, mais bien à celle d'un smartphone, car à l'origine, le film était vraiment diffusé sous la forme de véritables stories sur Snapchat par Andrea Rosset, une youtubeuse influenceuse américaine apparemment très célèbre. L'idée est de faire croire à ses abonnés qu'ils assistaient à de réels événements et une fois terminée, cette expérience serait compilée pour former un long métrage. Je ne jugerai pas ici de la qualité de cette expérience qui m'a l'air intéressante mais qui apparemment n'a pas berné grand monde puisque la qualité du jeu des comédiens des différents protagonistes aurait laissé certains abonnés dubitatifs. Mais en tout cas, le long métrage qui en résulte est parfaitement dénué d'intérêt. Les trois quarts du film nous donnent l'occasion de suivre ces jeunes gens inintéressants au possible, parler de tout et de rien, faire la fête, vivre des situations sans aucun lien avec l'intrigue, sans aucune mise en scène, jusqu'à un final cliché, pas du tout effrayant, et le tout parsemé de cuts intempestifs dictés par les contraintes du format Snapchat. Un film raté à tous les niveaux, sans aucun propos quel qu'il soit, uniquement destiné à divertir les jeunes utilisateurs de Snapchat, probablement le pire réseau social. Mais au moins, voilà un long métrage que Rachel Goria pourra tranquillement regarder sur son smartphone sans que personne ne vienne se foutre de sa gueule. Et c'est à peu près la seule qualité que je pourrais lui trouver, mais au moins, c'est une qualité. Et si je déplore l'absence de propos de Sick House, c'est avant tout parce que d'habitude, les Scream Computer Films en regorgent, car ils utilisent les particularités de leur format pour dénoncer, critiquer, questionner. Et ça, c'est cool. L'exemple d'Unfriended est peut-être le plus frappant. Il dénonce le cyberharcèlement via les réseaux sociaux, ainsi que les dangers d'Internet pour les adolescents. Par exemple, les partages malveillants de sextapes entre jeunes ou les uploads de vidéos sur YouTube destinées à tourmenter une adolescente. On y voit également la fausse personnalité que les gens se créent sur les réseaux, et notamment la popularité factice et malsaine qui peut en résulter, avec cette jeune fille qui se fait passer pour l'amie d'une morte alors qu'elle est l'une des responsables principaux de son décès. Dans Megan is Missing, bien sûr, c'est l'anonymat des utilisateurs d'Internet qui est questionné, ainsi que l'accès des plus jeunes à cet univers virtuel sans limite et donc à ces fameux anonymes. Le danger des rencontres virtuelles y est souligné de façon particulièrement terrifiante, je le répète. The Den soulève les mêmes questions de façon moins efficace tout en ajoutant peut-être la curiosité malsaine qu'Internet peut provoquer chez ses utilisateurs, un thème que nous pouvons également retrouver dans Unfriended Dark Web qui emprunte cependant beaucoup plus au creepypasta que véritable dérive d'Internet. Moins évident encore, Host a été tourné en pleine période de confinement et a donc profité de l'impossibilité de l'équipe de tournage de se réunir pour faire un film d'épouvante auquel on assiste via un écran d'ordinateur. Bien plus que toutes les daubes ayant cherché à exploiter cette crise, Host restera l'un des meilleurs témoignages cinématographiques de l'étrange période que nous avons tous vécue et avec elle, toutes les questions soulevées par elle. Mais au-delà des messages délivrés par les Scream Computer Films, qui finissent par tous se ressembler un tout petit peu, ne nous mentons pas, il est temps de se pencher sur la qualité globale de ces différents films. Et non, ce n'est pas une critique globale, mais plutôt un aperçu des avantages et inconvénients de ce procédé, car il y a des choses intéressantes à en dire. Avec la mode des found footage, il fut assez facile de constater leurs avantages et inconvénients, car on en a bouffé du film de caméra embarquée. Sans se mentir, nous ne pouvons pas dire qu'esthétiquement parlant, les found footage soient ce qui se fait de mieux au cinéma. Puis, lorsqu'ils sont faits sans imagination, on se retrouve en général devant des films laids, au scénario vu et revu qui tentent maladroitement d'exploiter autant des ficelles du cinéma horrifique classique, avec des thématiques usées jusqu'à l'os comme les exorcismes, les lieux hantés ou le slasher, que des ficelles du found footage avec une mise en scène calquée sur les cadors du genre, comme les REC, les Paranormal Activity ou encore le projet Blair Witch. Aujourd'hui, après une dizaine de Scream Computer Films, nous pouvons également essayer de constater les bons et mauvais côtés de ce procédé narratif plus ou moins également devenu lui-même un sous-genre à part entière, peut-être de façon encore plus claire que pour les found footage ordinaires. Premièrement, il est assez évident que passer 1h30 à regarder des gens parler entre eux via un ordinateur peut finir par être ennuyeux et lassant. Et ça, c'est un fait.
Du coup, tous les screen computer films ont un petit peu le même défaut, ils ont du mal à conclure leur intrigue. Souvent, ils cherchent des astuces pour dynamiser leur dernier acte, et après avoir passé une première partie de métrage assez calme, lente, presque pudique dans ce qu'elle décidait de montrer, on en arrive à des séquences de fin complètement exagérées qui dénotent avec le reste du métrage. Les derniers survivants doivent mourir de façon spectaculaire, et souvent, ça a du mal à coller avec le procédé narratif utilisé, qui se voulait jusqu'ici justement crédible et réaliste, pour que le spectateur y croie. C'est pour cette raison que les courts-métrages ayant utilisé ce procédé s'en sortaient peut-être mieux, car sur une plus courte durée, l'efficacité de la capture d'écran n'est plus à démontrer. Autre désavantage, encore plus que pour les found footage classiques, le concept du screen computer film a du mal à se renouveler. On en a vite fait le tour, et si ce procédé narratif souhaite changer, il devra certainement attendre que les technologies qu'il utilise changent elles aussi. Et même là, ça ne sera pas forcément une réussite. Si Coles cherchait à être novateur, et finalement n'était rien de plus qu'un found footage ordinaire, sauf qu'il proposait un format d'image encore plus dégueulasse et inintéressant. Pas génial comme innovation. Là, nous n'avons que quelques films qui ont utilisé cette forme avec la capture d'écran et les webcams, et déjà, nous avons des schémas narratifs très ressemblants, et surtout, une esthétique rigoureusement identique, car elle ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. La seule chose qui peut éventuellement changer, ce sont les différents logiciels et la façon dont ils sont utilisés, et encore une fois, c'est en cela qu'Unfriended se débrouillait particulièrement bien. Par contre, force est de constater que ces films sont très crédibles et jouent parfaitement avec des codes sociétaux très actuels, propres à notre époque et aux nouvelles générations. Pour une industrie qui vise souvent principalement les jeunes publics, c'était un petit peu le nouvel Eldorado. Vu leur format typique, ils ont jusqu'à un certain point un intérêt artistique qui disparaîtra vite si le genre n'est pas renouvelé. Puis les questionnements qu'ils peuvent provoquer sur notre utilisation d'internet, de nos ordinateurs et smartphones sont forcément des plus intéressants. Et peut-être que dans 20-30 ans, ils seront devenus de véritables témoins de notre époque puisqu'ils sont vraiment symptomatiques de la vie que les jeunes vivent aujourd'hui. Puis, dans le pire des cas, ils pourront au moins nous démontrer le vide absolu que représentent certains réseaux sociaux comme Snapchat par exemple. Et cela ne peut que nous questionner sur leur inutilité et surtout le vide artistique que représente leur utilisation au sein du divertissement. Mais peu importe, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai hâte de voir comment tout cela va évoluer. Pour le meilleur, comme pour le pire. Merci à tous d'avoir regardé cette petite rétrospective, nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.